Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Laisse mon cœur une langueur monotone. Je répète, laisse mon cœur une langueur monotone. Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence. Bonjour également à celles et ceux qui nous suivent à distance. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. C'est par ces quelques vers d'un des plus célèbres poèmes de Paul Verlaine que ceux qui étaient à l'écoute de Radio Londres les 4 et 5 juin 1944 ont été prévenus que, enfin, ça y est, ils arrivaient. Ils, les Alliés tant attendus, 135 000 hommes par voie maritime, 23 000 hommes par voie aérienne, pour ce qui allait être un tournant décisif dans l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Alors certes, le débarquement ne marque pas la fin de la guerre, et comme le rappelle notre invité dans son dernier ouvrage, n'oublions pas qu'un départ sur 3 pour les camps de la mort s'est fait après le débarquement. Alors, les Alliés dont on garde une image d'unité pour venir nous libérer, alors cette image colle-t-elle réellement à la réalité? Les Alliés étaient-ils aussi unis que l'on peut le penser? Régnait-il des tensions au sein des différents courants? Mais c'est un point que nous allons pouvoir éclairer. Alors, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir un de nos plus grands historiens, je pèse mes mots, et un des meilleurs spécialistes de la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup, Olivier Livorka, d'avoir accepté de revenir nous voir. Alors, qu'est-ce que l'historien que vous êtes a pu apprendre de nouveau? C'est-à-dire qu'on a beaucoup filmé, on a beaucoup écrit, on a beaucoup parlé sur cette période. Qu'est-ce que l'histoire, ces dernières années, a pu éventuellement vous apprendre de nouveau qu'on ne savait déjà? Là, c'est un vaste sujet, hein, donc je vais aborder effectivement dans la suite de l'intervention tous ces éléments. Je pense qu'on est beaucoup plus sensible quand même à ce qui a été le vécu des combattants, la manière dont ils ont débarqué, la manière dont ils ont combattu, que ce que l'on voyait auparavant, c'est-à-dire une histoire beaucoup plus vue du sommet, vue des chefs, vue des dirigeants. Voilà, donc ça c'est un des éléments les plus importants, je crois, un des éléments les plus nouveaux. Alors je vais vous laisser la parole. Très bien, merci. Alors écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je remercie Isabelle et le comité d'entreprise d'Assaut de m'inviter. Et je vais donc vous parler du débarquement qui, vous le savez, va être commémoré prochainement. Ça va être encore une très grande commémoration. À chaque fois, on nous dit c'est la dernière fois qu'il y aura des vétérans. Voilà, moi j'entends ça depuis très longtemps. Comment va-t-on faire après pour transmettre la mémoire? Donc, ça va être une commémoration, je crois, assez spectaculaire. Mais cette commémoration nous pose toujours le problème du rapport entre l'histoire et la mémoire. C'est-à-dire, quelle image avons-nous du débarquement et cette image correspond-elle à la réalité? Je crois que plus le temps passe, plus on doit noter une divergence entre ce que l'historien voit de son balcon, d'une part, et ce que la mémoire nous raconte, une mémoire qui est transfigurée, politisée au sens strict du terme, c'est-à-dire mise au service d'un certain nombre d'objectifs politiques. Et tous ces éléments, je pense, nous incitent à porter un nouveau regard sur le débarquement, car les idées fausses, ou en tous les cas inexactes, sont bien nombreuses, et grenons quelques idées communes. Par exemple, l'idée que le 6 juin a été dévastateur. Nous avons tous en tête les images du soldat Ryan. Ça ne correspond pas à la réalité, ça correspond peut-être à la réalité d'Omaha, mais pas à la réalité globale. Isabelle le rappelait, que les Alliés s'entendaient à merveille pour monter une opération aussi gigantesque, c'est plus compliqué. L'idée que les combattants étaient prêts à sacrifier leur vie sur l'autel de la liberté, nous y reviendrons, là aussi c'est plus compliqué.
Alors, ces images ne sont pas fausses, mais elles ne sont pas non plus totalement exactes. Et je me propose donc, dans cette intervention, de revenir sur ces images convenues, mais pas toujours conformes, pour essayer de poser un regard froid sur cette opération légendaire. Et je pense que nous devons porter un regard froid sur cette opération légendaire, plus encore aujourd'hui qu'hier, car la guerre frappe aux portes de l'Europe. Je pense qu'avoir une idée exacte de ce qu'est la guerre, et non pas de mythifier la guerre, de ne pas accorder une part trop importante à l'épopée ou à la légende, est un impératif qui est un impératif non seulement historique, mais également citoyen. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, premier point à souligner, Churchill ne veut pas du débarquement, contrairement à ce que l'on croit bien souvent. Le Premier ministre ne voulait pas d'un débarquement sur les côtes de la France, et au fond, vous aviez deux conceptions qui s'affrontaient dans la sphère alliée. Pour les Américains, et c'est là un héritage stratégique ancien, il faut frapper l'ennemi là où il est le plus fort. Là où il est l'ennemi le plus fort, c'est un héritage qui remonte à la guerre de sécession, qui a été réactivé pendant la Première Guerre mondiale et qui est au fond l'un des éléments qui composent l'horizon culturel des stratèges et des stratégistes américains. Comme les bastions du Reich se situent dans l'Europe du Nord-Ouest, eh bien, il faut frapper sur ces bastions. Les Britanniques, eux, ne partagent pas du tout cet avis, et on peut dire qu'ils ne partagent pas cet avis depuis le XVIIIe siècle. C'est quelque chose de très ancien. Ils ont toujours répugné à engager leurs troupes sur le continent, et leur idée, c'est au fond de privilégier ce qu'on appelle une guerre d'attrition, c'est-à-dire d'épuiser l'ennemi, de le saigner, sur des théâtres d'opérations périphériques, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, El Alamein, et une fois que cet ennemi sera épuisé, effectivement de débarquer, mais une fois qu'il sera trop faible, au fond, pour opposer une forte riposte. Et cet héritage stratégique est dû à plusieurs éléments. Voilà, comme dirait le général de Gaulle, l'Angleterre est une île. Bon, c'est un pays qui est un pays petit, 45 millions d'habitants, une armée terrestre petite, 4,5 millions d'hommes. Donc le Royaume-Uni préfère miser sur ses atouts, la Royal Air Force d'une part, la Royal Navy de l'autre, pour monter des opérations, alors que la Première Guerre mondiale a laissé un souvenir extrêmement éprouvant, les grandes offensives sur la Somme. Churchill ne veut pas revivre cette période éprouvante, ne veut pas sacrifier la fine fleur de la jeunesse anglaise sur les champs de bataille. Du coup, il privilégie le théâtre méditerranéen, d'abord l'Afrique du Nord. Alors Roosevelt se laisse tenter pour de mauvaises raisons. Novembre 1942, on a les midterm elections en octobre, et il se dit qu'une victoire serait pas mal. Bon, malheureusement, le planning ne marche pas. Vous savez que le débarquement Torche va intervenir après les midterm élections, mais c'est quand même ça qu'il a dans le coin de sa tête. Donc Roosevelt se laisse convaincre à l'idée d'engager des troupes en Afrique du Nord, et puis Churchill lui dit, président, regardez, l'Afrique du Nord, pas loin de l'Italie, on va attaquer en Italie, c'est le ventre mou de l'Axe, et en attaquant en Italie, eh bien, on va pouvoir infliger à l'Axe une défaite retentissante. Et du coup, les Anglo-Américains débarquent en Sicile, c'est l'opération Husky, le 10 juillet 1943, et commencent à remonter vers Rome, mais c'est un chemin très long, puisque vous le savez, opération Husky, 10 juillet 1943, chute de Rome, 4 juin 1944, donc il leur faut presque un an pour remonter 500 km. Bon. Et cette remontée, elle est absolument atroce. La campagne d'Italie a été absolument atroce. Or, ce tropisme méditerranéen que Churchill vénère, eh bien, inquiète les stratèges américains qui ne cessent de mettre en garde le président Roosevelt en lui disant « Plus on aura d'effectifs engagés en Afrique du Nord, en Italie, bref, sur le théâtre méditerranéen, moins il sera possible de concentrer des effectifs au Royaume-Uni pour débarquer. Faites attention, président. » Ce ne sont pas les seuls à miauler, car à l'Est, Staline peste également contre les Anglo-Américains, car il faut le souligner, même si cette réalité est assez désagréable à admettre aujourd'hui avec Vladimir Poutine,
il faut rappeler que c'est l'Union soviétique qui supporte le gros de la guerre en Europe, hein. En gros, vous avez toujours plus de 60% des forces allemandes qui sont engagées à l'Est. Donc Staline voit bien que les Allemands concentrent leurs offensives et leurs moyens sur le front russe et ne cesse de réclamer l'ouverture d'un second front, l'ouverture d'un second front, l'ouverture d'un second front, mais en vain, puisque Churchill se contente de vagues promesses auxquelles d'ailleurs Staline ne croit guère. Et pour trancher ce nœud gordien, une conférence va être convoquée à Téhéran. Nous sommes donc fin novembre, début décembre 1943, et à Téhéran, eh bien, la décision de débarquer est prise. Et cette conférence de Téhéran, elle a été très douloureuse pour Churchill, parce qu'au départ, il voulait jouer la connivence avec Roosevelt, et Roosevelt refuse de jouer la connivence avec Churchill. Il loge à l'ambassade soviétique à Téhéran. Vous imaginez que cette ambassade est truffée de micros, et comment ça s'appelle, Roosevelt n'en a cure. On a accusé très souvent Roosevelt d'être naïf. Roosevelt, au contraire, sait qu'il y a des micros, ce n'est pas un imbécile. Simplement, il veut montrer à Staline qu'il n'a rien à cacher. Et donc, il va jouer la connivence avec Staline. À un moment, vous avez une blague. Staline dit qu'il faudrait quand même fusiller tous les Allemands. Roosevelt dit quand même, vous exagérez. Et Churchill prend ça au premier degré. Hein, et il s'aperçoit, si vous voulez, que cette relation particulière, hein, qui prétendument unit Londres à Washington, eh bien cette relation particulière ne tient plus, et il va ressortir très déprimé de cette conférence de Téhéran, à telle enseigne qu'il va partir soigner sa dépression à la Mamounia à Marrakech pour se remettre, mais Churchill ne sera plus jamais le même après la conférence de Téhéran qu'avant. Le vieux lion a pris un petit peu de comment dirais-je, a trop pris de coups sur le museau pour être totalement en forme. Donc, les Anglo-Américains s'engagent à Téhéran à monter une opération dont le nom Overlord, suzerain, montre bien que c'est une opération capitale, date cible mai 1944, ce qui veut dire que l'opération Overlord va être préparée en 5 mois. Donc vous imaginez à quel point les stratèges, les chefs militaires ont été soumis à une épreuve absolument drastique, hein, pour être à temps pour que le débarquement se produise. Or, et là aussi peut-être contresens, les Anglo-Américains ne disposent pas nécessairement, vous pouvez entrer, vous asseoir et sortir, hein, monsieur, je vous vois debout, les Anglo-Américains ne disposent pas nécessairement des moyens nécessaires pour le débarquement. Très souvent, on pense à l'Amérique comme une sorte de corne d'abondance, hein, où les Alliés n'auraient qu'à puiser. Bien entendu, la puissance économique américaine est une réalité, il serait vain et inepte de le nier. Mais vous allez avoir 2 grands problèmes qui vont se poser, et là, ici, plutôt aux logisticiens qu'aux stratèges. Premier problème, il va falloir acheminer les soldats des États-Unis, d'abord, où ils font leur classe, reçoivent leurs uniformes, s'entraînent, vers le Royaume-Uni. Pour aller vite, vous allez avoir 1,5 million d'Américains qui vont cantonner sur le sol britannique. Donc, il va falloir les transporter. Et là, c'est assez compliqué, car, je l'ai dit, le théâtre méditerranéen absorbe le gros des forces américaines. Ce qui veut dire qu'en décembre 1943, 768 274 Américains, donc en gros 800 000 Américains, cantonnent en Angleterre, alors qu'ils auraient dû être plus d'1 million. Donc on a déjà un déficit de 200 000. À partir de 1944, l'intendance va mettre les bouchées doubles, et elle va faire flèche de tout bois. Elle va notamment utiliser les grands paquebots britanniques, notamment le Queen Mary et le Queen Elizabeth. Vous avez ici le Queen Mary, qui présentent 2 avantages. Un, ils vont vite, donc les torpilles ne peuvent pas les frapper. Ils filent à plus de 30 nœuds. Et d'autre part, ils ont une capacité d'emport de 15 000 hommes, c'est-à-dire grosso modo l'équivalent d'une division. Alors vous voyez que les conditions quand même, voilà, c'est pas le Queen Mary aujourd'hui, hein. Voilà, les conditions sont assez terribles.
Cette opération a été baptisée Boléro, par allusion à l'œuvre immortelle de Ravel, qui commence très doucement, mais qui se termine par un crescendo. Voilà, donc l'idée, c'est d'une montée en puissance, et cette montée en puissance, elle est effective, puisque la marine va réussir à convoyer au premier semestre 1944 2 divisions par mois et 6 millions de tonnes de matériel, en s'appuyant sur les paquebots, je l'ai dit, également sur des convois de Liberty Ship, 60% à peu près des effectifs, très peu par avion. Donc, les hommes sont bien présents au Royaume-Uni, ils sont arrivés à temps. Mais, second problème, il va falloir être en capacité de projeter les 130 000 hommes de l'Angleterre vers le rivage normand. Entrez, hein, je vous en prie, installez-vous. L'idée, c'est de mettre les hommes sur des gros bâtiments et à quelques milles nautiques des plages normandes, ces hommes débarqueront et iront s'installer dans les petites barges que nous connaissons tous par les photos. Ce ne sont pas ces petites barges qui ont traversé la Manche, hein. Il faut bien le rappeler. Or, là, il va falloir disposer de plus de 4000 navires de transport de tout poil et de tout bec. Or, jusqu'en 1943, eh bien, les Anglo-Américains ne fabriquent pas ou fabriquent peu de navires de transport. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premier élément, Overlord n'est pas décidé, donc on va commencer à fabriquer des barges de débarquement, des bâtiments de transport pour une opération hypothétique. Autre élément, vous allez avoir une concurrence acier-moteur pour fabriquer des destroyers et pour fabriquer des navires de transport. Or, la priorité est donnée aux destroyers qui jouent un rôle actif dans la guerre sous-marine. Donc, la priorité est donnée à la bataille de l'Atlantique, comme Churchill l'a surnommé, aux dépens des navires de transport. Ce qui veut dire que les Anglo-Américains vont avoir très peu de temps pour fabriquer la flotte qui leur est nécessaire. Alors, comment font-ils? D'abord, ils vont s'adresser à des chantiers navals américains. Pourquoi américains? Réponse, parce qu'ils ne sont pas britanniques. De Gaulle aurait pu le dire. Ils ne sont pas britanniques, donc pas de manœuvre syndiquée. Car au Royaume-Uni, vous avez des skilled workers. Et les skilled workers défendent leur spécialité, leur qualification, et détestent notamment l'idée de souder des coques, principe du Liberty Ship, ils les rivettent. Voilà. Et donc riveter, c'est beaucoup plus long. Donc on va envoyer les bâtiments se faire construire aux États-Unis, où là il y a moins de syndicats, et très souvent dans des chantiers navals qui ne sont pas spécialisés dans ce type de commande, notamment les célèbres chantiers navals Andrew Higgins, qui sont spécialisés au départ dans la fabrication des bâtiments de plaisance. Autre élément, la Grande-Bretagne va sacrifier la construction d'un certain nombre de bâtiments, notamment des frégates et un porte-avions, pour dupliquer, pour verser ces moyens à la cause des bâtiments de transport. À la demande d'Eisenhower, la date du débarquement va être repoussée d'1 mois. Au départ, je vous l'ai dit, la date cible, c'était début mai. Il va projeter le débarquement début juin pour gagner 1 mois de fabrication, donc 96 bâtiments supplémentaires. Eisenhower supplie l'horrible amiral King de lui donner des bâtiments qui servent dans le Pacifique. King se fait un peu tirer l'oreille, mais accepte d'en verser d'autres. Et surtout, les statisticiens commencent à réfléchir. Combien de bâtiments seront hors d'état de nuire le 6 juin? Quel va être le taux de perte? Sachant que vous allez avoir des rotations entre, d'une part, l'Angleterre et le large du littoral français, et d'autre part, les petites barges entre ces gros bâtiments de transport et le littoral. Et donc, la question, c'est combien va-t-il y avoir de pertes? Alors, les uns sont très pessimistes, disent ça va être horrible, la marine va attaquer, il va y avoir des mines, des incidents mécaniques. Et dans ce cas-là, on va pouvoir débarquer en gros 150 000 hommes. Et les optimistes disent pas du tout, soyons réalistes, tout va bien se passer. Et dans ce cas-là, on va pouvoir débarquer 190 000 hommes. Donc vous voyez quand même que la différence, suivant l'hypothèse statistique sur laquelle on se fonde, eh bien cette hypothèse a des conséquences sur la capacité d'emport, en hommes bien sûr, mais également en véhicules.
Pour une fois, les Cassandres ont eu tort. Le taux de perte a été minimal, entre 0,7 et 2,4% des bâtiments. Et donc, comme c'est l'hypothèse la plus favorable qui a été retenue, eh bien, les Anglo-Américains ont disposé du matériel nécessaire. Alors, vous avez des hommes, très bien, mais le problème, c'est que ces hommes, eh bien, doutent des buts de guerre que leur assignent les démocraties. Côté américain, vous avez un premier doute qui est que Roosevelt, avant même Pearl Harbor, 7 décembre 1941, a promis à Churchill que, en cas de guerre, l'ennemi principal, l'Allemagne, serait visé. En d'autres termes, l'idée de Roosevelt, c'est le principe Germany first, l'Allemagne d'abord. Or, ça, c'est contre-intuitif, parce que pour l'Américain moyen, qui est le monstre qui a attaqué? Réponse, les Japonais. Donc, vous le voyez, Roosevelt va être obligé de vendre à une opinion publique qui considère les Japonais comme des monstres, eh bien, l'idée qu'il va falloir, d'abord et avant tout, frapper l'Allemagne. Et cette hésitation, eh bien, elle marque la propagande, parce que, en fait, si il est facile de diaboliser la communauté japonaise en présentant les Japonais comme des monstres, d'ailleurs, je vous rappelle qu'on a interné les Nippo-américains qui vivaient sur la côte ouest. En revanche, il est beaucoup plus difficile de diaboliser la communauté allemande, qui est une communauté plus ancienne, bien intégrée, d'accord? Et vous l'aurez noté également, on n'a interné ni les Italiens, ni les Allemands. Bon, donc la propagande va avoir des difficultés à vendre l'idée que on va d'abord frapper l'Allemagne. Et du coup, les hommes sur le terrain, eh bien, sont très sceptiques par rapport à cette idée. En mars 1944, vous avez 22% des officiers qui servent en Europe, qui se demandent de temps à autre si la guerre mérite d'être livrée. 29 se posent cette question parfois, et 11% cela pose très souvent. Donc, si vous additionnez, on a en gros près des 2/3 des officiers, je ne parle pas des hommes du rang, sortis de leur ranch du Kansas, donc des officiers qui ont un certain niveau d'études, un certain niveau de réflexion, qui se demandent si, au fond, on ne pourrait pas négocier avec Hitler. Bon. Or, quand vous prenez le théâtre extrême-oriental, Asie-Pacifique, eh bien, vous n'avez que 23% des officiers qui doutent. Donc, vous le voyez, autant la guerre contre le Japon est admise, autant la guerre contre l'Allemagne est beaucoup moins admise. Alors vous allez me dire, bah oui, on pourrait utiliser la propagande. Je l'ai dit, il est très difficile de diaboliser la population allemande, mais il est d'autant plus difficile de diaboliser la population allemande que les Américains ont connu la Première Guerre mondiale. Et on leur avait promis que ça serait la der des der. On avait promis que le traité de Versailles réglerait tout, que la SDN ouvrirait une ère de paix. Or, 1919, traité de Versailles, 1939, le vieux continent s'embrase. Donc tout ce qu'on a raconté sur l'engagement américain, tout ce qu'on a vendu comme idée, voilà, on va régler le problème, eh bien cette propagande, elle n'est plus audible par les Américains. Bon. Et donc l'idée qu'on va s'embarquer vers une grande croisade, c'est une idée que l'Américain moyen, et c'est une idée à laquelle l'Américain moyen ne croit pas. Côté britannique, les hommes ne croient pas non plus aux grands idéaux. Et en fait, les hommes se concentrent énormément sur l'après-guerre, beaucoup plus que sur la guerre. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le rapport Beveridge, qui a été commandé par Churchill en 1942 et qui va esquisser, au fond, les contours de ce qui va devenir le welfare state, assurance santé, assurance retraite. Bon. Et donc, Churchill dit qu'il faut bloquer, il n'est pas opposé au rapport Beveridge, mais il est opposé à l'idée qu'on fasse circuler un abrégé du rapport Beveridge. Pourquoi, se dit Churchill? Parce que les soldats vont d'abord et avant tout penser à l'après-guerre, à cette nouvelle Jérusalem que l'on promet, et non pas se concentrer sur la guerre. Il n'a pas tort, le rapport Beveridge est vendu à 800 000 exemplaires dans l'Angleterre en guerre, et les Britanniques vont montrer en Normandie une moindre ardeur au combat que leurs camarades américains. Les généraux, en d'autres termes, ne peuvent pas tabler sur le dévouement illimité de leurs troupes, et ce sont d'ailleurs des troupes qui sont encore marquées par le pacifisme dans l'entre-deux-guerres, et comme le dit un général britannique, ce ne sont pas des tueurs nés.
Or, un soldat doit être un tueur né, et donc cette conversion est assez compliquée. Eisenhower, donc je l'ai dit, ne dispose que de 5 mois pour préparer cette opération. Alors, comme vous l'imaginez, Eisenhower n'est pas parti de rien. Vous avez eu en effet ce qu'on pourrait appeler une mission de préfiguration qui a été confiée à un général britannique, le général Morgan, et à partir de mars 1943, Morgan se met au travail et pose un certain nombre de principes qui deviendront des masses de granit pour l'opération Overlord. 1. L'opération se fera en Normandie et pas dans le Pas-de-Calais. 2. Les Alliés ne vont pas essayer de prendre un port en eau profonde, vital pour la logistique, ils vont apporter des ports artificiels en Normandie. Voilà ce qui va décharger les chefs militaires de l'ardente obligation de saisir des ports, mais bien des inconnus subsistent. Et lorsque le général britannique Montgomery, chargé des opérations terrestres, reprend les ébauches de Morgan, il les modifie substantiellement. Et ce plan va être finalisé en mai 1944 seulement, et présenté en grande pompe aux dirigeants alliés. Alors, que prévoit le plan? Sur le plan stratégique, et j'ai presque envie de dire géopolitique, contrairement à ce qu'on raconte très souvent, il n'est pas question de prendre Berlin. Il n'est pas question de prendre Berlin, donc d'engager une course avec l'armée rouge. La grande idée, et c'est l'objectif qui figure dans la lettre de mission confiée au général Eisenhower, le patron de l'opération, c'est de prendre la Ruhr, le bassin industriel allemand, car si la Ruhr tombe, l'Allemagne n'aura absolument pas les moyens de poursuivre la guerre. 3 phases sont donc prévues: conquête d'une tête de pont, 1, 2, destruction du corps de bataille allemand à l'ouest du Rhin, donc avant que la Wehrmacht ne défende sa patrie adorée, et 3, offensive ultime sur le Reich. Dans la phase qui nous intéresse, le plan prévoit donc également 3 phases. 1, dans la nuit, peu après avoir décollé, des parachutistes vont sauter sur les arrières du tas d'une part et sur les arrières de Sword de l'autre. Quelle est la mission des parachutistes pour Utah? C'est d'abord de prendre des nœuds de communication, et notamment les nœuds de communication de Sainte-Mère-Église, et d'autre part de sécuriser les arrières du tas. Pourquoi sécuriser les arrières du tas? Parce que entre le littoral et l'intérieur, vous avez des marais. Et ces marais sont encore plus marécageux dans la mesure où Rommel a ordonné d'inonder les terres. Cela veut dire que les troupes qui vont débarquer vont être obligées de traverser des marais. Donc, vont progresser lentement, ce qui pourrait laisser aux Allemands le temps de regrouper leurs forces pour mener une contre-offensive. Donc, la grande mission des paras sur Utah de la 101e et de la 82e division aéroportée, c'est de faire un cordon protecteur pour permettre aux troupes qui vont aborder le littoral de progresser en toute sécurité. La grande mission confiée à Sword est double, aux parachutistes britanniques du général Gale est double. 1, saisir des ouvrages d'art sur l'Orne ou le canal de l'Orne. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué, toujours, pour une armée de franchir un cours d'eau, donc il faut prendre des ponts. Et d'autre part, c'est de détruire un certain nombre d'ouvrages, et notamment la menaçante batterie de Merville, dont les tirs pourraient gêner, bien évidemment, l'armada alliée. Une fois que les parachutistes les parachutistes et les troupes aéroportées seront sur pied, les aviateurs vont bombarder les défenses côtières, casser le mur de l'Atlantique. Ensuite, 45 minutes avant leur hache, la marine prendra le relais. Et enfin, les troupes s'élanceront sur les plages choisies, 2 pour les Américains, 3 pour les Anglo-Canadiens, entre 6h30 et 7h45 pour tenir compte des marées. Le jour et l'heure ont posé des problèmes que vous imaginez aux stratèges. Pourquoi? Parce que la marine réclame une visibilité supérieure à 3000, l'aviation un plafond de 1000 pieds pour ses chasseurs, les parachutistes une clarté égale au moins à la demi-lune. Donc vous voyez, chaque arme pose ses conditions, ce qui veut dire que lorsque l'on agrège ces paramètres, le jour J doit se situer entre 1 jour avant et 4 jours après la pleine lune. Il faut écarter le mois de mai
parce qu'il faut laisser le temps à l'aviation de détruire un certain nombre d'objectifs à l'extérieur de la Normandie, gagner le mois de production que j'ai déjà évoqué. Juillet, très mauvaise idée parce que cela veut dire que la campagne d'été, il faut profiter des beaux jours, serait trop brève, reste juin. Et si on croise tous ces paramètres, eh bien on n'a que 3 dates, 5, 6, 7 juin. Et si le débarquement ne se produit pas les 5, 6 et 7 juin, il faudra repousser l'opération de 14 ou de 28 jours. Fallait-il débarquer de jour ou de nuit? Dilemme également comparable à celui de la barbe du capitaine Haddock. La nuit, c'est bien parce que ça gêne les Allemands pour les tirs d'artillerie, mais ça gêne aussi les bombardiers et les navires. Le jour, c'est bien, on voit plus clair, mais ça expose beaucoup plus l'armada alliée. Donc, ici, le moyen terme qui sera choisi, c'est l'aube. On va débarquer à l'aube pour profiter encore un peu de la nuit, mais également profiter des premières lueurs du jour. Intervenir à marée basse ou à marée haute, même problème. Si vous intervenez à marée basse, tous les obstacles que les Allemands ont semés sur les plages sont apparents. Bien, mais cela veut dire que la distance que les hommes devront parcourir sous le feu ennemi est plus grande. Si vous optez pour la marée haute, la distance à parcourir est plus faible, mais les obstacles sont recouverts. Ce qui veut dire que les barges risquent de s'empaler sur les obstacles semés par l'ennemi. Ici encore, le compromis va s'imposer. Les troupes vont débarquer à mi-marée montante pour essayer de cumuler les avantages que je viens d'exposer. À la veille du 5 juin 1944, tout est prévu, tout est en ordre. Les hommes ont été d'abord regroupés dans des aires de rassemblement, et ensuite on les a fait monter dans les bâtiments à partir du 26 mai pour les Britanniques, du 30 pour les Américains, et le 3 juin, tous les hommes sont sur l'embarcation qui doit les mener sur les rivages normands. Vous savez que le débarquement est prévu pour le 5 juin, mais le 5 juin, la tempête fait rage, et Eisenhower décommande l'opération jusqu'au moment où le groupe capitaine, donc le colonel Stagg, le chef météorologiste, entrevoit une éclaircie et Roosevelt va donner son « let's go » fatidique. Let's go fatidique qui, dans une certaine mesure, soulage, on va passer de cette phase atroce d'attente à l'action, mais qui en même temps n'élimine pas les doutes que les chefs alliés éprouvent à l'égard du succès du débarquement. Le chef d'état-major de Eisenhower, Bedell Smith, considère que les chances de tenir la tête de pont est de 50%. Donc vous le voyez, tout a été prévu, c'est une opération très bien organisée, à l'américaine, j'ai envie de dire, mais en même temps, les Alliés ne sont pas du tout sûrs de la victoire. Ce qui aujourd'hui, rétrospectivement, paraît assez hallucinant. Alors que, à l'inverse, les Allemands, eux, sont extrêmement tranquilles. Non seulement ils attendent le débarquement, mais ils l'espèrent. Ils l'espèrent parce que Hitler pense qu'il va pouvoir rejeter les Anglo-Américains à la mer, et à partir du moment où il aura rejeté les Anglo-Américains à la mer, il pourra transférer à minima 45 divisions qui cantonnent à l'ouest pour les verser sur le front de l'Est et enfin obtenir la victoire contre l'armée rouge. Alors voilà, il n'y a pas d'impôt sur les rêves, parce que le Reich n'est plus le Reich de 1939, n'est plus le Reich de 1940. La chasse allemande est évanescente. Le problème de cette chasse allemande, ce n'est pas tant le manque d'avions, non. L'industrie aéronautique allemande fonctionne à plein régime. C'est d'abord et avant tout le manque de pilotes et le manque d'essence, et les deux sont liés. Comme il n'y a pas beaucoup d'essence, les pilotes s'entraînent mal. Comme ils s'entraînent mal, ils ont des accidents, et comme ils ont des accidents, il y a moins de pilotes. Donc vous voyez un peu le cercle vicieux. La marine est incapable de perturber les opérations navales, tant sur que sous les flots. Bref, les défenseurs ne peuvent miser que sur deux atouts, les fortifications d'une part et les blindés de l'autre. Alors, le mur de l'Atlantique, puisque tel est son nom, va bénéficier du dynamisme du maréchal Rommel, d'abord nommé inspecteur général des fortifications en 1943, avant de prendre le commandement d'un groupe d'armées à l'ouest. Donc Rommel va se démener pour semer des champs de mines, bâtir des ouvrages, semer des obstacles. Vous voyez ici des hérissons tchèques sur les plages. Mais ce mur est très discontinu. Par exemple, sur 47 batteries normandes, vous n'avez que 27 qui sont casematées. Vous avez certes 4 millions de mines qui ont été semées en Normandie, mais logiquement, il aurait dû y en avoir 20 millions. Donc, on a un mur
mais pour utiliser une expression triviale, il y a quand même beaucoup de trous dans la raquette. Les divisions blindées sont relativement bien dotées, 125 engins, tanks, canons autopropulsés par division, ce qui est pas mal, mais ici, un problème va se poser et loin du rivage, c'est ce que pensent certains chefs allemands. Si vous positionnez des divisions blindées, par exemple ici, elles vont pouvoir aussi facilement aller ici que là. Si vous les positionnez là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, tout un ensemble de chefs allemands, dont Guderian, le penseur de l'arme blindée allemande, préconise un positionnement des blindés en arrière des plages. Mais Rommel, qui a combattu en Italie et en Afrique du Nord, connaît la maîtrise aérienne, sait que les Anglo-Américains bénéficient de la maîtrise aérienne. Et donc il se dit que les mouvements des divisions blindées eh bien, seront extrêmement compliqués en raison de l'aviation. Donc lui, il milite pour que les divisions blindées soient au plus près du littoral. Et comme à son habitude, Hitler ne va pas trancher cette controverse et il va en fait couper la poire en deux, ce qui veut dire que ni les partisans d'un positionnement près des côtes, ni les partisans d'un positionnement loin des côtes bénéficieront de moyens suffisants pour appliquer leur stratégie. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne aligne à la veille du 6 juin environ 950 000 hommes, dont 90 000 sont postés derrière les plages. Mais cette force, qui est quand même une force non négligeable, pêche par bien des problèmes. D'abord, elle manque d'officiers, ce qui est un problème crucial pour la Wehrmacht. Vous avez 10 000 officiers qui manquent à l'été 1944 pour la Wehrmacht, ce qui est un gros problème. D'autre part, il y a trop de jeunes, 23% de moins de 21 ans contre 13% dans l'US Army, et il y a trop de vieux, de plus de 30 ans. Donc, voilà ce qu'on considère. Ah oui. Donc 50% donc de plus de 30 ans dans les rangs allemands contre 24% dans les rangs américains. Beaucoup de recrues sont étrangères, par exemple des Russes qui ont appartenu à ce qu'on appelle l'armée Vlasov, mais Hitler est un peu méfiant, il se dit on va pas les faire combattre sur le front Ouest, on va les mettre sur le front Ouest, comme ça la tentation de déserter et de rejoindre l'armée rouge sera plus faible. Vous avez quand même 21% donc de non-allemands dans la 7e armée, ce qui pose, vous l'imaginez, deux problèmes. Premier problème, le problème de la loyauté, est-ce qu'ils vont être prêts à se battre pour le Führer? Et second problème, le problème de la langue. Comment on commande à des gens qui ne parlent pas allemand, hein? Bien. Alors, au vu de ces faiblesses, les Allemands doivent à tout prix connaître les intentions de leurs adversaires. Où et quand? Or, les Allemands n'ont pas d'espions en Angleterre, ils n'ont pas la maîtrise aérienne, donc ils ne peuvent pas photographier le dispositif allié. Ils vont donc être particulièrement vulnérables aux manœuvres d'intoxication, plan Fortitude, bien connu, des Britanniques. Les Britanniques ont fait un pari. Ils se sont dit, inutile de mentir, les Allemands savent qu'il va y avoir un débarquement. Donc on ne va pas essayer de leur affirmer, on ne va pas essayer de prétendre qu'il n'y aura pas de débarquement. La grande tâche de notre manœuvre d'intoxication va de dire que oui, il va y avoir un débarquement, mais qu'il ne se produira pas en Normandie. Et cette mission, elle va reposer sur plusieurs éléments. D'abord, des faux, comment ça s'appelle, des faux engins, hein, des dummies, donc des tanks en caoutchouc, des bâtiments, des bateaux en bois, des avions en bois, hein, qu'on espère la Luftwaffe va photographier, mais c'est une espérance assez peu réaliste. Par ailleurs, des faux trafics radio d'une fausse 4e armée. Et là, ça marche moins bien. Pourquoi? Parce que la qualité des interceptions allemandes a beaucoup baissé. Et surtout des manœuvres d'intoxication menées par un agent double, Juan Pujol, dit Garbo. Alors, l'histoire de Garbo est absolument romanesque à souhait. Garbo, on ne sait pas très bien d'abord pourquoi il a voulu s'engager. Parce qu'il a d'abord été franquiste, il est d'origine catalane, il a d'abord été franquiste, ensuite pro-républicain, et au début de la guerre, il se présente à l'ambassade britannique en disant « voilà, je veux travailler pour les services de renseignement ». Et les services de renseignement disent « no way, non, vous n'allez pas travailler pour nous ». Donc il va aller voir les Allemands de l'Abwehr, et il va commencer à leur donner des rapports.
et des rapports, mais complètement fantaisistes, qu'ils puissent très souvent dans des guides touristiques. Et les Allemands le croient. Mais comment les Anglais savent que les Allemands le croient? Réponse, parce qu'ils interceptent une partie des communications allemandes par la machine Enigma et par donc le service de Bletchley Park qui les décode ultra. Donc ils voient que Garbaud est cru. À partir de ce moment-là, ils repêchent Garbaud en disant « Ok, tu vas travailler pour nous ». Et Garbaud va inonder les Allemands de rapports fantaisistes à partir de janvier 1943. Alors, il a soi-disant des hommes bien placés. Alors, bien évidemment, il ne prétend pas qu'il a réussi à retourner le général Montgomery, mais il a quelqu'un qui sert dans une cantine, il a quelqu'un qui travaille dans un phare, donc il peut voir les mouvements. Vous voyez, donc c'est des gens de peu, hein, mais qui sont très bien placés. Il va envoyer 315 lettres et 1200 messages qui clament tous la même vérité. Le débarquement va se produire dans le Pas-de-Calais. À la veille donc du 5 juin, la pièce se met en place et les dirigeants allemands, eux, sont extrêmement tranquilles. À l'ouest, je crois que nous serons à même de repousser l'assaut. Voilà ce qu'écrit Rommel à son épouse. Alors, le 6 juin, ben voilà, l'opération se déclenche. Les forces se mettent en place. En fait, comme les Américains venaient des États-Unis, ils débarquaient sur la côte ouest. Donc, on a cantonné les Américains à l'ouest et les Britanniques, on les a mis à l'est. Vous avez ici donc les itinéraires suivis. Ils se regroupent tous au sud de l'île de Wight, à 30 000 nautiques de l'île de Wight, dans un endroit finement surnommé Piccadilly Circus. Et ensuite, ils vont se placer en fonction des plages sur 10 chenaux, un pour les bâtiments lents, un pour les bâtiments rapides, l'ensemble étant précédé par des dragueurs de mines qui visent à éviter les mauvaises surprises. Le voyage dans l'ensemble se passe bien et les troupes donc arrivent au large du littoral français. Dans la nuit, par ailleurs, décollent les avions chargés des troupes parachutées ou aérotransportées. Vous avez des troupes qui sont transportées par planeur. Pourquoi transportées par planeur? Réponse, pour qu'elles restent groupées. C'est ça le truc. En gros, les objectifs sont remplis, mais les parachutistes vont s'égailler, tombent rarement sur la dropping zone qui leur est assignée. Mais malgré tout, les missions que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien, sont remplies. Alors l'aviation, elle, je le rappelle, devait briser le redoutable mur de l'Atlantique. Elle pilonne, cette aviation, les grandes batteries de la côte à partir de 3h15, mais les résultats ne sont pas du tout à la hauteur. Pourquoi ? Parce que vous avez des avions qui ont peur de la DCA et donc qui ne vont pas aller jusqu'au rivage et qui rebroussent chemin. Et certains reviennent même avec leur cargaison de bombes à l'aéroport et d'autres qui au contraire ont peur de frapper les troupes amies et qui vont larguer leurs bombes trop à l'intérieur des terres. Donc le résultat, c'est que ce bombardement aérien a été largement inefficace. La marine va jouer un rôle plus important en revanche en ouvrant le feu à partir de 5h45, puis à 6h19 pour les destroyers. Mais là encore, les résultats sont assez limités en raison notamment de la poussière et de la fumée qui gênent la visibilité des artilleurs. Au total donc, vous avez encore de 20 à 40% seulement des pièces qui ont été détruites ou, pour être plus précis, qui sont HS, soit parce qu'elles ont été détruites, soit parce que les défenseurs sont tellement sonnés par le bruit, eh bien qu'ils ne peuvent plus les servir. Cela veut dire, ceci dit, qu'il y a encore des défenseurs sur le mur de l'Atlantique qui attendent de pied ferme les Anglo-Américains. Les Allemands ne vont pas réagir avec la promptitude attendue. L'alerte est donnée dès 21h45, mais l'état-major refuse d'accorder les 4 divisions placées en réserve pour repousser aussitôt les contingents débarqués. Alors on a dit très souvent, oui, il aurait fait... Mais c'est un petit peu comme si aujourd'hui, les Ukrainiens se disaient « Ah là là, on attaque Kharkiv, on va tout mettre sur le secteur de Kharkiv. » Oui, d'accord, mais si on attaque ailleurs. Bon, donc, si vous voulez, l'état-major allemand n'a pas réagi de manière stupide. Il a réagi de manière professionnelle en attendant d'avoir une idée un peu plus claire de ce qui allait se dérouler. Les Alliés débarquent et, autant le dire, tout se passe très bien, incroyablement bien, sur Utah, Gold, Sword et Juno, où les pourcentages de pertes sont très faibles. Là où ça ne va pas, c'est sur Omaha. Omaha la sanglante, pour tout un ensemble de raisons.
Une division aguerrie n'a pas été repérée, la 352e division d'infanterie. Le courant va placer les péniches sous le feu ennemi. Logiquement, vous aviez des tanks amphibies dits duplex drive, tanks DD, qui devaient être lancés des bâtiments de transport pour arriver sur le rivage. Or, ils sont trop loin. Pourquoi ils sont trop loin? Parce que les bateaux ont peur d'être touchés par l'artillerie allemande, donc ils les larguent trop loin, donc la traversée est trop longue, donc ils coulent. Sur 32 tanks amphibies, 27 coulent, et on les voit couler, mais on continue à en envoyer, hein, donc là on est dans une aberration totale, mais la situation progressivement va s'améliorer, grâce notamment aux destroyers qui vont s'approcher très près des côtes et qui vont soutenir de leurs tirs les assaillants, grâce également au courage des individus qui vont, sur Omaha, vous avez un petit talus qui va permettre de s'abriter, qui va permettre aux hommes de se regrouper et qui va leur permettre donc de filer vers l'intérieur. Au total donc, et malgré les images saisissantes du soldat Ryan, eh bien, le débarquement se déroule sans grands dégâts, 10 000 pertes, morts, blessés, disparus, capturés, c'est 3 fois moins que ce que craignait l'état-major. Le soir même, les 5 plages sont prises, le mur de l'Atlantique sur les 4 premières plages a duré 1 à 2 heures, a tenu 1 à 2 heures. N'importe quel général de la Première Guerre mondiale aurait sauté de joie au plafond en voyant ces résultats inespérés. Le soulagement est tel que les Britanniques prennent le thé sur les plages à 5 heures, ce qui rend les Américains absolument fous de colère, parce qu'ils devraient se dépêcher d'aller vers l'intérieur. Le 12 juin, tout continue à bien fonctionner, les 5 plages sont reliées et forment une tête de pont homogène de, grosso modo, 80 km de long sur une dizaine de kilomètres de large, ce qui veut dire que les Allemands ne peuvent pas s'infiltrer dans les dents creuses pour rejeter le corps expéditionnaire à la mer. Les Britanniques vont alors s'attaquer à Caen, c'est leur mission, pendant que les Américains, eux, vont remonter dans le Cotentin pour se saisir de Cherbourg. Pourquoi Cherbourg? Parce que c'est un port en eau profonde, vital pour la logistique. Mais là, les ennuis commencent. Et pourquoi les ennuis commencent-ils? Réponse, parce que les Britanniques n'arrivent pas à s'emparer de Caen. Pourquoi Caen est-elle un objectif majeur? Réponse, parce que Caen ouvre sur une plaine. C'est un nœud de communication et ça ouvre sur une plaine. Or, une division blindée, c'est des centaines d'engins, c'est des centaines de véhicules. Il faut donc de la place pour les déployer. Et par ailleurs, les aviateurs réclament des bases sur le continent. Pourquoi? Parce qu'une mission de chasseur dure grosso modo 45 minutes. Si vous avez 10 minutes pour traverser le Channel, 10 minutes pour en revenir, vous avez perdu en gros la moitié du temps utile. Donc ils réclament des aérodromes provisoires et bien entendu une plaine, c'est mieux que des collines, pour installer ces aérodromes. Or, Montgomery n'arrive pas à prendre Caen. Il déclenche des grandes offensives au nom pompeux, Epsom, Goodwood, tout ça c'est des champs de course. Voilà, donc c'est l'idée de rapidité, mais il n'y arrive pas. À l'ouest, les Américains entament donc une remontée au travers du Cotentin, réussissent à prendre Cherbourg le 26 juin, mais il faut le souligner, avec 11 jours de retard, ce qui veut dire que les Alliés, en fait, sont cantonnés sur une étroite tête de pont qui fait 2500 km². Ils auraient dû, à la mi-juillet, non pas occuper 2500 km², mais 24 000. Et donc, le risque que les Alliés encourent est le suivant, la congestion. D'avoir des hommes qui se déversent, du matériel qui se déverse, et de ne pas pouvoir l'évacuer et de ne pas pouvoir les acheminer vers le front. Or, la bataille de Normandie obéit à une grammaire relativement simple. La victoire appartiendra au camp qui réussira à acheminer le plus vite possible, dans les meilleurs délais, les hommes et le matériel nécessaires. L'armée alliée est très gourmande, elle réclame 38 000 tonnes par jour. Or, les Alliés, je l'ai dit, ne disposent pas de ports en eau profonde. Certes, ils ont créé des ports artificiels, l'un au large de Saint-Laurent pour les Américains, l'autre près de la Romanche pour les Britanniques. Or, le 19 juin, une tempête terrible se lève et détruit le port américain de Saint-Laurent. Ne reste donc qu'à Romanche, en utilisant divers subterfuges sur lesquels je reviendrai, les Alliés réussissent à rétablir
un trafic normal dès le 26 juin, donc ça a été vite, mais le déficit des 19-26 juin ne sera jamais résorbé. Ce qui veut dire que le manque de munitions, éventuellement le manque d'hommes, notamment pour les Britanniques, et le manque d'essence, va se poser jusqu'à la campagne d'Allemagne. Jamais ce retard ne sera rattrapé. Ce qui veut dire que ces ports artificiels n'ont pas servi à grand-chose. Là encore, on est dans la mythologie. Quand vous alliez au musée d'Arromanches, je vous montrais la maquette. Oui, très beau, très belle maquette, très grande prouesse technique. D'ailleurs, Dassault a offert qu'on s'appelle une animation 3D sur ces ports artificiels qui est absolument géniale, mais en même temps, l'utilité réelle a été relativement limitée. Donc, à la mi-juillet, les Alliés sont dans l'impasse. Qu'en résistent et les Anglo-Américains s'entassent sur cette étroite tête de pont. Alors, ils essayent, les Alliés, d'obtenir la victoire en pilonnant les villes normandes, mais ces bombardements, très souvent, sont inutiles et provoquent, vous le savez, des victimes civiles par milliers. En gros, 20 000 Normands vont mourir en raison des opérations militaires, bombardements et autres, à l'été 1944. Alors, les chefs militaires doivent quand même constater que leur plan ne marche pas. Bon. Pourquoi? Dans l'idée des militaires, ils allaient chaque jour grignoter quelques milles. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi? À cause du bocage. Donc, vous voyez cette formation bien connue, des champs entourés de haies. Or, le problème, c'est que ce bocage, en Normandie, les haies sont sur des talus et les haies sont plus hautes qu'en Angleterre. Donc, les stratèges n'ont pas compris que le bocage normand n'était pas le bocage britannique et ils ont cru surtout qu'ils en sortiraient facilement, je le répète, en progressant tous les jours un petit peu. Et donc, du coup, les blindés ne peuvent pas manœuvrer dans le bocage parce que soit ils prennent les routes et ils sont à la queue leu-leu et les bazookas font des désastres, soit ils grimpent sur les talus, ils exposent leur ventre n'est pas blindé et donc les bazookas font également des ravages. Ce qui veut dire que le poids de la bataille va reposer sur qui? Sur les fantassins. Les Anglo-Américains pensaient mener une guerre moderne, les blindés, on oublie, l'artillerie, le bocage, mauvais pour la visibilité, on oublie, l'aviation, 50% des missions sont annulées en raison du mauvais temps. Donc, tout le poids de la bataille va reposer sur les fantassins, qui vont être obligés de franchir, de progresser haie par haie. Sur 2,4 km, une compagnie doit franchir 34 haies. Et derrière chaque haie, vous pouvez avoir un sniper. Pour détruire les haies, il aurait fallu 17 dispositifs. C'est un luxe que les Américains et les Britanniques ne peuvent pas s'offrir. La guerre va alors se métamorphoser, pour reprendre la formule du général Bradley, en une forme de combat de jungle ou d'Indiens. Donc, cette impasse qui énerve les Américains, en raison notamment de l'incapacité de Montgomery à prendre Caen, c'est une impasse qui est également meurtrière, parce que les Allemands résistent et infligent des pertes relativement importantes aux fantassins. Au 1er juillet 1944, les Britanniques ont perdu 20 000 hommes, 6,4% des effectifs, et les Américains 36 000. Donc, c'est un problème. Mais, surtout, les conditions atroces du combat vont provoquer une épidémie de ce que les psychiatres de l'époque appellent psychonévrose, que durant la Première Guerre mondiale, on aurait appelé le shell shock, et qu'on appellerait, nous aujourd'hui, le post-traumatic stress disorder. Les hommes craquent. Les hommes craquent par milliers. 1er août, en août 1944, c'est quand même 5700 cas dans la première armée américaine. Dans la deuxième armée américaine, britannique, c'est 9000 cas. Donc vous avez des milliers de cas psychiatriques qui se déclenchent. Et c'est pas j'ai pas le moral. Non, c'est des gens qui tremblent, c'est des gens qui ne peuvent pas entendre du bruit, c'est des gens qui, lorsqu'ils entendent un bruit de tir, commencent à trembler. Donc c'est vraiment des pertes psychiatriques extrêmement douloureuses. Que faire? Bien entendu, certains militaires ont de bonnes idées et se disent on va utiliser la manière forte. On va fusiller quelques mauviettes pour l'exemple et le problème sera réglé. Et comme le dit un général américain, bizarrement, le problème ne se pose pas dans l'armée rouge. C'est vrai que dans l'armée rouge, vous n'avez pas de trouble psychiatrique parce que on fusille. Bon. Mais les psychiatres disent non, il faut les soigner. Et vous allez avoir un consensus qui va unir les psychiatres, bien décidés à soigner,
et les généraux qui veulent récupérer leurs hommes. Donc les hommes vont être traités de manière extrêmement humaine. On va, en règle générale, les traiter dans des petits dispensaires pendant 2 jours, leur donner un bain chaud. Je vous rappelle, les uniformes n'ont pas été changés avant septembre. Donc, si vous êtes tombé dans la flotte avec la boue, vous voyez, ils ne mangent pas chaud. Donc là, on leur donne un bain chaud, on leur donne à manger chaud, on les réassure, on leur explique que ce qu'ils vivent est normal. Si ça va moins bien, on les transfère pour 1 semaine dans une clearing station et seuls les cas les plus graves sont évacués. Les Anglo-Américains ont compris que le soldat devait encore entendre le son du canon, sinon on ne peut pas le récupérer. Et grâce à cette mesure, grâce à ce dispositif particulièrement humain, vous avez un taux de retour dans les unités qui est supérieur à 50%. Donc de ce point de vue-là, la psychiatrie a extrêmement bien fonctionné. Autre conséquence, eh bien, les relations entre les Britanniques et les Américains s'aigrissent. Pourquoi? Parce que, logiquement, commandant en chef Eisenhower, en dessous britannique, donc voilà, un principe Shambhala. Or, ce principe voilait, de la part de la perfide Albion, de sinistres calculs. En effet, l'idée de Churchill, c'était qu'en plaçant Eisenhower à la position centrale, il allait être accaparé par les ennuis politiques. Et dans les ennuis politiques, rappelons-le, De Gaulle. Voilà. Donc, comme en Afrique du Nord, il allait gérer le politique. Et pendant ce temps-là, eh bien, les Britanniques qui commandaient l'air, la mer et la terre mèneraient la stratégie qu'ils souhaitaient. Or, cela n'est pas possible parce que Montgomery a failli. Montgomery ne réussit pas à prendre camp dans les délais prévus. Et donc, du coup, les Américains décident de prendre les choses en main. La percée devait se faire dans la région de Caen, elle se fera dans le Cotentin, ici. Sur une ligne Périer-Lessay, les Américains vont redescendre de Cherbourg, se retourner et attaquer. C'est l'opération Cobra. Pourquoi Cobra? Il cherchait le nom d'un serpent qui s'enroule et le seul nom de serpent qui soit venu à l'esprit de Bradley, c'était Cobra. Donc l'idée, c'est de bombarder les défenses allemandes, d'ouvrir une brèche et ensuite de s'engouffrer dans cette brèche pour emporter la décision. Les Américains disposent de 2 atouts, la maîtrise du ciel et un rapport de force écrasant, 15 divisions américaines versus 7 divisions allemandes, 750 chars contre 110 blindés seulement. Un premier bombardement va se produire, vous allez avoir un double bombardement, 24 et 25 juillet, qui va être catastrophique parce qu'il va provoquer des pertes collatérales, comme on dit, et notamment le second bombardement du 25 juillet est particulièrement meurtrier. Et il est meurtrier parce que les bombardiers auraient dû attaquer perpendiculairement pour frapper les défenses allemandes. Mais attaquer perpendiculairement, c'était s'exposer au tir de la DCA. Donc ils ont préféré bombarder verticalement. Et c'est parce qu'ils ont opté pour ce tapis de bombes vertical qu'ils ont touché des troupes amies. Ceci dit, ce bombardement est absolument horrible. Les défenses allemandes sont totalement percées. Et du coup, le général Collins, Lightning Joe l'éclair, décide de jeter toutes ses forces dans la bataille. En 72 heures, vous allez avoir 7 divisions et 10 000 véhicules qui vont s'engouffrer dans la brèche. Patton est tellement excité, il commande la 3e armée nouvellement formée, est tellement excité qu'il règle lui-même la circulation pour que les convois avancent au plus vite. Les Américains vont alors remanier leur plan. Une partie de leurs troupes va, à partir du Cotentin, se diriger vers la Bretagne et libérer la péninsule bretonne, ce que ce corps d'armée va faire à une vitesse extrêmement rapide, avec un bémol, des poches dites poches de l'Atlantique vont tenir longtemps, Lorient, Saint-Nazaire. Et d'autre part, l'autre idée, c'est d'encercler les forces allemandes, vous voyez ici, en partant de la base du Cotentin et en espérant que Montgomery et les Canadiens agiront suffisamment vite pour boucler ce que l'on appelle le chaudron de falaise. Hélas, pour les Anglo-Américains, ce n'est pas le cas. Vous avez bien un encerclement de ces forces allemandes qui se produit, mais les Anglo-Canadiens lambinent et la poche de falaise n'est scellée que le 19 août. Le résultat, c'est que les Allemands ont perdu beaucoup d'hommes dans la bataille, de 30 000 à 45 000 hommes, une partie de leur matériel, mais que vous avez
quand même 300 000 hommes qui vont faire une retraite en bon ordre, auxquels s'ajouteront les hommes venus du Sud, ce qui veut dire que l'Allemagne va disposer des hommes nécessaires pour assurer sa défense à l'Ouest. C'est donc, vous le voyez en Normandie, une victoire en demi-teinte. Une victoire en demi-teinte. Mais ça, on l'a oublié. Hein, on voit le succès du débarquement. Pourquoi on l'a oublié? Pour deux raisons. D'abord, en raison du débarquement en Provence. Le 15 août 1944, les forces françaises et américaines débarquent sur le littoral provençal. Et là, c'est un succès absolument énorme, dans lequel les Français jouent un rôle majeur. 2 tiers des troupes sont en effet des troupes tricolores. Et comme Hitler a ordonné la retraite le 16 août 1944, eh bien, les forces franco-américaines peuvent très vite remonter le sillon rhodanien et aller à la rencontre des camarades venus de Normandie, une rencontre qui se fait au nord de Dijon le 12 septembre 1944. Autre élément qui va également voiler ce demi-succès, la libération de Paris. Les Américains ne veulent pas libérer Paris. Pourquoi? Parce qu'ils craignent les combats de rue, et ils ont raison, et d'autre part, ils ne veulent pas assurer le ravitaillement d'une ville de 2 millions d'habitants. Donc leur idée, c'est d'encercler Paris pour que la ville tombe comme un fruit mûr. Mais vous avez à Paris une résistance active qui est commandée par un communiste, Rol-Tanguy, patron des forces françaises de l'intérieur. Et Rol-Tanguy va appeler à la mobilisation générale. Donc le peuple de Paris renoue avec son passé insurrectionnel, la ville se couvre de barricades, les Allemands réagissent mollement, eux non plus n'ont pas envie d'engager une bataille de rue, mais le grand objectif des Allemands, c'est de garder les ponts sur la Seine pour assurer la retraite. Donc ils ne vont pas se battre, si vous voulez, pour récupérer l'hôtel de ville, la préfecture de police et autres objectifs, mais en revanche, ils vont essayer de tenir les ponts. Ceci dit, la résistance est incapable de tenir la ville, faute d'hommes et faute d'armes. Et donc, Rol-Tanguy comme De Gaulle voit bien le problème. Hein, on risque d'avoir une répression qui peut tourner au bain de sang. Et donc, ils vont appeler à la rescousse les Alliés. Rol-Tanguy, en envoyant un émissaire, le commandant Cocteau-Gallois, demandait l'aide des Américains, et De Gaulle, en faisant pression sur Eisenhower, pour qu'il accepte de détacher la 2e division blindée et la 4e division d'infanterie américaine. Le 23 août, la 2e DB s'ébranle, et les premiers chars vont prendre position, ce sont des chars tenus par les républicains espagnols, vont prendre position sur le parvis de l'hôtel de ville. De Gaulle a été très mal à l'aise avec l'insurrection de Paris. Vous n'avez aucune consigne donnée par la BBC. Voyez-vous, vous êtes parisien en août 1944 et vous vous dites « qu'est-ce que je dois faire ?» Vous branchez la BBC, rien. Pourquoi? Parce que De Gaulle a peur soit d'encourager l'insurrection, mais est-ce que ce n'est pas une prime donnée aux communistes? Et s'il décourage l'insurrection, est-ce qu'il ne risque pas d'apparaître comme un Versaillais, obligé de maintenir l'ordre dans une ville en ébullition? Et lorsqu'il voit Leclerc et qu'il lui dit « filez sur Paris », il lui dit « faites vite, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'une nouvelle commune ». Vous voyez à quel point le poids de l'histoire est important, hein, encore à l'époque, dans l'esprit des dirigeants. Vous savez que Paris est libéré, hein, le 25 août, magnifique discours du général de Gaulle, où il oublie quand même de rappeler que les Alliés ont joué un rôle dans la libération de la France. 26 août, défilé dans les Champs-Élysées, et je pense que l'on peut dire que ce défilé marque au fond le terminus ad quem, hein, de la campagne de Normandie, que la séquence qui s'ouvre le 6 juin 1944 se clôt le 26 août par ce défilé magistral sur les Champs-Élysées, et que à partir du 26 août, c'est une autre phase qui commence. Alors, quel regard porter sur le débarquement? Et je conclus, d'abord, c'est un exploit absolument incroyable. Hein. Quand même, monter une opération combinée associant terre, air, mer, très complexe à monter, très grande réussite, et une libération du territoire national après l'impasse de ces 2 mois dont j'ai parlé, eh bien une libération du territoire national relativement rapide. Hein. On renoue avec la guerre de mouvement à partir de la percée vers Avranches. Ces éléments ne doivent cependant pas conduire à mythifier Overlord. Vous avez eu des ratés, 2 grands ratés, la prise de Caen et le scellement de la poche de Falaise. Sans parler des bombardements inutiles
Et je peux vous dire que le président Macron va être attendu comme le Messie à Saint-Lô. C'est la première fois qu'un président de la République va évoquer de manière aussi solennelle, dirais-je, le sacrifice, le martyre des Normands. Élément également à souligner, la Wehrmacht, malgré l'image pathétique de ces soldats allemands qu'on voit avec des vélos, hein, bon, elle réussit quand même à retraiter en bon ordre. Autre élément que l'on mentionne rarement, les libérateurs ne se sont pas toujours conduits en gentleman. D'abord, vous avez eu énormément de vols, et ensuite, vous avez eu énormément de viols. Vous avez eu énormément de viols. Il est très difficile de quantifier les viols parce que vous avez beaucoup de femmes qui n'ont pas osé porter plainte pour ces viols. Mais dans le seul département de la Manche, il y a à minima 208 viols qui ont été commis. On peut dire, pour aller vite, qu'ils se comptent en centaines, là où ils se comptent en milliers en Allemagne, et dans les zones que libère l'armée rouge, en centaines de milliers. Hein. Vous avez 2 millions d'Allemandes, estime-t-on, qui ont été violées par les reîtres de l'armée rouge. Autre problème, les Noirs ont été beaucoup plus sanctionnés que les Blancs dans les viols. Ce qui ici pose un problème. Est-ce qu'il y a une propension plus forte à violer chez les Noirs? Donc c'est une question qu'ont posée bien évidemment les Américains. Et autre élément, est-ce qu'au fond, cette justice américaine, cette justice unitaire américaine n'a pas été beaucoup plus sévère avec les Noirs, ce que tentent à prouver bien des enquêtes. Et si cela vous intéresse, vous avez un livre de Louis Guillou Okedjo, il a été traducteur pour un procès de viol, et Alice Kaplan, ça y est, j'ai oublié le titre, enfin vous regarderez, Alice Kaplan a repris cette histoire pour montrer justement la disproportion du traitement entre un noir convaincu de viol qui est condamné et un blanc que les juges font tout pour... Mais un élément mérite d'être soutenu, jamais la hiérarchie n'a toléré les viols. C'est-à-dire que lorsque la hiérarchie sait qu'un viol a été commis, elle réprime, ce qui ici n'est absolument pas le cas dans l'armée rouge. On peut même dire que les violeurs ont l'assentiment de Staline. Comme Staline le confie au communiste yougoslave Djilas, il faut quand même que nos hommes sachent prendre du bon temps. Hein, voilà ce que dit Staline. Alors ces éléments ne doivent pas voiler l'essentiel. Le débarquement reste encore aujourd'hui une page lumineuse de l'histoire de France, voire de l'histoire universelle, et c'est ce qui explique, je crois, que nous allons le fêter dans la joie. Pourquoi? Parce que le débarquement est aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, une opération heureuse. Pas trop de morts, même si la Normandie a vécu un enfer, pas trop de casse, une libération rapide. Vous avez assez peu d'événements qui permettent d'être commémorés de manière aussi joyeuse. On peut penser au 14 juillet 89, la prise de la Bastille. Jamais on ne pourrait commémorer la libération d'Auschwitz, Stalingrad, de manière aussi festive que nous commémorons le débarquement de Normandie. Je vous remercie. Alors, on va donc passer aux questions, si vous bien. voulez bien, Olivier. Alors, simplement, je vous demanderai d'attendre que je vienne auprès de vous avec ce petit micro afin que les personnes qui sont à distance puissent entendre les questions que vous poserez. Bon, moi, je retiens quand même que les Anglais ont pris le thé à 17h sur la plage et que, voilà, il y a quand même des étapes importantes dans une bataille. Avant de passer aux questions, Olivier me disait tout à l'heure, quand nous discutions avant la rencontre, que vous serez présent sur le plateau de TF1 le 6 juin. Voilà, je serai présent sur le plateau de TF1 le 6 juin et nous avons fait avec David Cambrosa le documentaire qui sera projeté dans la soirée du 6 juin. D'accord. Donc vous retrouverez des éléments connus si vous regardez Les Étranges Lucarnes. Voilà, vous saurez comment vous occuper intelligemment le 6 juin devant votre télévision. Une question ici. Merci pour cette magnifique conférence. Petite question toute bête, quel est votre regard sur le film Le jour le plus long, monument du cinéma? Alors, le regard sur Le jour le plus long, c'est un regard, je dois vous le dire, plutôt négatif, parce qu'on nous vend une guerre fraîche et joyeuse, on nous vend une guerre où les hommes ne vomissent pas. Voilà, j'aurais dû amener, j'ai un DVD où je montre 3 extraits. Le jour le plus long du Touchdown, Le jour le plus long, un film fabuleux qui s'appelle Au-delà de la gloire, The Big Red One, de Samuel Fuller, qui a participé, voilà, et le soldat Ryan. Voilà, et donc de ce point de vue-là, c'est un élément important. Deuxième élément que je trouve contestable dans Le jour le plus long, c'est cette manière de flatter toutes les nationalités.
Alors, on peut regretter une américanisation de la mémoire. Dans le soldat Ryan, pas de Britanniques, enfin bon, voilà. Mais là, quand même, la place donnée aux Français me paraît très disproportionnée. Donc, on est dans une histoire épique, qui, pour moi, est tout simplement une histoire, qui reflète l'époque, c'est-à-dire une époque de guerre froide. Voilà, pour moi, c'est un film de guerre froide qui montre, d'une part, que les Allemands ne sont pas nazis. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, il n'y a pas de nazis, hein, on ne voit pas trop de crimes de guerre allemands. Hein, c'est des professionnels. Hein, que les Alliés sont alliés et qu'ils ont une capacité de projection considérable. Donc je pense que le message subliminal pour Moscou est celui-là. Voilà, donc c'est pas un film dont je raffole, et malgré ses défauts, je trouve bien évidemment Spielberg supérieur. Bonjour, merci pour votre conférence. J'ai une question sur, en fait, c'est un très bon support, cette carte, sur les hauts lieux de résistance. Donc, vous mentionnez les Glières, notamment le Vercors. Ouais. Vous ne mettez pas le maquis de la Saint-Marcel. Et du coup, c'était pour savoir si c'est parce que finalement, c'était plutôt symbolique ou pas. Bon, alors, j'ai pas mis Saint-Marcel parce que je devais appuyer sur des généralités, mais puisque vous en donnez l'occasion, vous avez, je n'en ai pas beaucoup parlé, la résistance qui a joué un rôle important, mais dans le même temps, les maquis ont eu une incidence nulle, voire désastreuse. L'idée des maquis, c'était ici, dans le Vercors, je ne mentionne pas non plus le Montmouchet, de pouvoir couper la retraite des forces allemandes. Voilà. Et notamment dans le Vercors, des forces retraiteurs. Et pareil en Bretagne, de gêner. Or, ces maquis étaient mal armés, les hommes étaient mal entraînés. Donc, l'expérience a tourné au désastre, au bain de sang. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Vercors, vous avez vu ce qui s'est passé à Montmouchet. La seule exception, c'est Saint-Marcel, où le maquis a eu moins de pertes que ce que l'on pouvait craindre, pour une raison très simple, c'est que vous avez eu les renforts de troupes aéroportées, hein, du commandant Bourgoin, notamment, hein, qui ont soutenu les insurgés, et qui là étaient des professionnels. Mais sinon, les maquis auxquels le général de Gaulle tenait pour que la France puisse participer de manière plus effective à sa libération, ces maquis n'ont pas joué un rôle militaire décisif. Eh bien, je fais mon sport de la semaine. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question. Vous avez dit au début que Roosevelt était dans l'idée d'être transparent avec les Soviétiques, et du coup, à quel point les Soviétiques étaient au courant, voire impliqués dans toute la préparation? Alors, très bonne question, si je puis. En fait, on présente très souvent l'alliance anglo-américaine comme exemplaire, enfin l'alliance alliée comme exemplaire, et l'Axe comme désastreux. Mais en fait, si vous avez eu une bonne alliance, en gros, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, vous n'avez pas eu une bonne alliance entre les Anglo-Américains et les Soviétiques. Donc, vous n'avez eu aucune coordination. Vous avez eu l'idée qu'il faudrait que les Soviétiques soient au courant, et qu'ils soient tenus au courant, en quelque sorte, semaine par semaine, mois par mois, de l'avancée des préparatifs. Et là, quand même, les Anglo-Américains se sont dit que c'était faire peut-être trop d'honneur et trop de confiance à l'Union soviétique. Donc, ils ont été au courant qu'il y avait un débarquement. Ils ont eu également la possibilité d'envoyer une mission militaire avec 2 officiers généraux pour regarder comment ça se passait, mais ils n'ont pas été tenus au courant des détails et du plan. En revanche, ce à quoi les Soviétiques se sont engagés, c'est à déclencher une offensive pour éviter précisément que les Allemands ne fassent basculer des divisions qui servaient sur le front Est vers le front Ouest. Et c'est effectivement ce qui se passe le 22 juin 1944 avec l'opération Bagration que les Soviétiques lancent et qui va connaître un succès colossal puisqu'elle va aboutir à la dislocation du groupe armé centre et amener l'armée rouge aux portes de Varsovie.
Merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une question. Là, vous avez dit que les Américains et les Anglais étaient des bons alliés, mais on voit que justement il y a des différences d'approche sur la façon de mener les opérations. Je voudrais savoir si, selon vous, c'est lié aux différents types de personnes, Montgomery ou Bradley, ou est-ce que c'est une manière culturelle différente de mener les opérations? Enfin, c'est quoi les différentes approches sur le terrain, tactiques et stratégiques entre les Américains et les Anglais? Alors, vous avez les deux. Hein. Vous avez ces héritages culturels. Donc là, j'ai évoqué stratégie d'attrition versus voilà. Mais le rôle des chefs a également joué un rôle très important parce que vous avez une coalition, bien sûr, mais chacun pense aussi à son intérêt national. Et Montgomery aimerait arriver le premier en Allemagne, et non seulement pour des questions de gloire, mais également plus on va saisir de territoire, plus on sera en position de force pour négocier. Voilà. Et là, l'approche culturelle, mais c'est une approche qui n'est pas propre au Royaume-Uni, qui est propre à Montgomery, c'est que Montgomery est toujours hyper cautious, super prudent, et donc il prépare avec une minutie trop grande ses opérations, alors que les Américains, eux, vont pouvoir peut-être plus improviser. Vous voyez quand même, Bradley il commence à travailler sur le schéma de Cobra le 10 juillet, le 24 juillet, l'offensive est lancée. Voilà. Jamais Montgomery n'aurait fait ça. Voilà, donc on a une rapidité, une réactivité beaucoup plus considérable chez les Américains, me semble-t-il, que chez les Britanniques. Alors, si c'est une question de moyens aussi, mais d'abord et avant tout de moyens humains. Si les offensives de Montgomery échouent, là j'ouvre une parenthèse, ce que montrent quand même les guerres, je suis pas sûr qu'il y ait des lois de la guerre, mais en tous les cas, il y a des éléments qui sont récurrents, c'est que on ne peut pas gagner une guerre sans infanterie. Voilà. La guerre alors, on peut peut-être donner les contre-exemples de la guerre du Koweït, hein, mais voilà. Mais la guerre gagnée par l'air, voilà. Non, il faut boots on the ground. Or, Montgomery n'a pas assez de fantassins. Et donc, il sait très bien que les effectifs perdus ne seront pas remplacés. Donc, il va essayer de, surmobiliser les blindés et de sous-mobiliser les fantassins. Et c'est ça qui loupe à Epsom et c'est ça qui loupe à Goodwood. Parce qu'il sait que sinon, l'armée britannique va fondre et qu'après la guerre, il y a l'après-guerre. Voilà. Donc ça c'est un point un problème que les Américains ne rencontrent pas parce que vous avez ce grand réservoir démographique, même si les Américains, soulignons-le, ont mobilisé à minima. Hein, ils ont mobilisé le moins possible, tout simplement pour ne pas désespérer les Madame Ryan. Alors, les Britanniques peuvent s'appuyer sur le Commonwealth, vous avez entièrement raison. Le Commonwealth a fourni une part importante des effectifs de l'armée britannique, mais le Commonwealth, il renacle. Vous avez quand même plusieurs moments assez chauds lorsque les Australiens, on leur demande de combattre en Afrique du Nord et que les Japonais bombardent Darwin et que les Australiens disent « Ok, mais qui va nous défendre ?» Hein. Donc vous avez des revendications, je veux dire Churchill, bien évidemment un ascendant et un pouvoir, mais Churchill ne consulte jamais ses alliés du Commonwealth. Vous avez des collèges, des commissions, hein, notamment chez les Britanniques, le Chief of Staff, le COS, et chez les Alliés, le CCS, hein, le Combined Chief of Staff. Bon, où ils se réunissent? Anglais, Américains, pas de Canadiens, pas d'Australiens. Donc les décisions sont prises par les Anglo-Américains. Donc à un moment, par exemple, le patron de l'Afrique du Sud tape du poing sur la table et dit « Moi, je rapatrie ma division ». Et là, ils peuvent rien faire. Voilà. Donc oui, le Commonwealth a aidé, oui, le Commonwealth a offert une contribution en hommes non négligeable, mais dans le même temps, il n'en avait pas une libre disposition totale. Surtout quand même que le commandement britannique, qui avait déjà été contesté pendant la Première Guerre mondiale, est de nouveau contesté pendant la Seconde, notamment en Italie. Donc les Néo-Zélandais, si vous voulez, ne portent pas nécessairement les Britanniques dans leur cœur. On voit qu'il y a une participation des Français quand même à minima, hein, commando Kiefer, etc. Est-ce que c'était une volonté des alliés justement anglo-américains de ne pas mettre trop de Français en Normandie au départ, ou c'est qu'il y avait finalement pas assez de troupes françaises libres pour faire ça? Alors, il y a assez de troupes, mais les troupes, elles sont en Italie.
Et donc, l'un des grands problèmes des Alliés, c'est le shipping, c'est le fret. Donc, il aurait fallu prendre un nombre de bateaux énorme pour emmener les hommes. Donc non, on va les laisser, et ensuite, on va les envoyer en Provence. Ça va économiser du fret. C'est ça la logique, elle n'est pas politique. La seule logique politique, c'est le choix de la deuxième DB. Eisenhower a promis à De Gaulle qu'une token force, une force symbolique française libérerait Paris, choisit la deuxième DB, mais les Américains demandent que cette deuxième DB, qui va être formée à partir de la division Leclerc, enfin voilà, de la force Leclerc, soit épurée de ses noirs. Voilà. Et alors donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le verbatim de l'entretien entre Eisenhower et De Gaulle, où Eisenhower dit quand même mon général, et De Gaulle dit bon bah ok. Et lorsque j'en ai parlé dans mon livre, il y a eu un petit buzz, mais si vous voulez, c'est quelque chose de connu. Voilà, c'est quelque chose de connu. Voilà. Donc, les éléments noirs de la division Leclerc voilà, sont écartés et versés dans d'autres troupes, à la demande des Américains. Je rappelle quand même que l'armée américaine est une armée ségrégée, hein, encore à l'époque, hein, et que les Noirs, par exemple, sont très rarement appelés à combattre. Hein. On évite que les Noirs combattent. Parce que si les Noirs combattent, alors, il y a plein de raisons qui expliquent cette réticence, mais ils pourront exiger des droits, hein, l'impôt du sang. Donc, on les met dans des unités de soutien. Vous évoquiez au début de votre intervention les réticences de Churchill à s'engager. Je me suis toujours demandé si c'était pas lié aux souvenirs cuisants qu'il avait des Dardanelles. C'est plus Passchendaele dans les Flandres que les Dardanelles. Voilà, parce que le souvenir des Dardanelles l'a pas empêché de monter des opérations complètement délirantes, et notamment le débarquement d'Anzio. Et vous avez un général qui dit on refait les mêmes erreurs avec toujours le même coach sur le banc de touche. Voilà, et ça, c'est une allusion à Dardanelles et à Churchill. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vous rappelle aussi que vous avez 2 superbes livres qui sont ici à disposition. Si vous êtes venu sans moyen de paiement, ça n'est pas un problème. Vous le prenez, je prends votre nom. Vous pourrez les régler plus tard, ça n'est pas un souci. Ce détail étant exposé, voilà, une autre question. Merci. Vous parlez d'autres opérations de débarquement où il y a Dieppe, il y a tout ça. Je voulais savoir dans quelle proportion Storch a été un prototype d'Overlord. Eh bien, dans une très faible proportion. Moi, ce qui m'a frappé, ça a été de voir que les mêmes erreurs ont été commises. Alors, il y a une erreur qui a été évitée, c'est que pour l'opération Torch, qui a été très compliquée à monter, ils ont fait embarquer les hommes par ordre alphabétique. Ah oui, vous voyez, avec le nombre de bâtiments. Donc là, l'erreur, elle a été retenue. On va embarquer les hommes par bâtiment. Ça a été retenu. Mais dans les erreurs commises, le poids de l'équipement, énorme, 30 kg, 40 kg, donc des hommes cool. Erreur rééditée. Et l'autre exemple, c'est que cette opération désastreuse sur Dieppe, qui a été montée par Mountbatten. D'accord, donc tout le monde a vu The Crown, j'imagine. Donc Mountbatten, il a dit ouais, super, ça a quand même beaucoup servi. C'est vrai que ça a été un désastre, ça a beaucoup servi. Et alors de temps en temps, on est trop content quand on est historien, ça arrive rarement. Hein. Je tombe sur un rapport de l'époque qui dit apparemment, il y aurait eu des leçons tirées de Dieppe, Retex, ce que les Britanniques appellent lessons learned. Mais on attend toujours le rapport de Mountbatten et je suis curieux de voir ce qu'il y aura dedans. Quand j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire. Donc bien évidemment, il n'y a eu aucune leçon de Dieppe, sinon qu'une opération mal montée, mal préparée et faute de moyens échoue. Voilà. Donc oui, moi ce qui m'a fasciné, c'est justement cette capacité à ne pas, comment dirais-je, s'inspirer des exemples précédents. Torch a assez peu, mais bon, Torch a assez peu été mobilisé, mais vous êtes en Méditerranée, pas de barré. Vous voyez, donc les problèmes sont aussi différents. Les problèmes n'étaient pas les mêmes. Hein. Et puis la défense n'était pas les mêmes. Hein. Pardon? C'est ça. Absolument. Ah non, ça a été très très bien réglé. Hein. On a, et là c'est assez fascinant,
les Anglo-Américains ont été capables, je dirais à partir de l'Afrique du Nord, de monter des opérations combinées, c'est-à-dire de bien associer les trois composantes air, terre, mer, ce que les Soviétiques n'ont jamais été capables de faire. Et ce qu'il y a de fascinant, même si, bien entendu, comparaison n'est pas raison, c'est de voir que, d'un point de vue culturel, c'est la même chose, encore aujourd'hui en Ukraine. C'est-à-dire que monter des opérations combinées, ils ne savent pas faire, ils ont du mal. Très bien. Merci, hein. Merci infiniment. Bonne suite. Merci.